L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Il arrive du Vietnam, c'est une semaine de travail intensif, c'est de la stratégie, c'est de la préparation mentale. Pour moi, j'arrive en fin de carrière sur les battles. Lui, c'est l'étoile montante. Et d'y arriver à marquer l'histoire ensemble, c'est une finalité qui est lourde et qui a pris beaucoup de cheminement dans la tête et dans le corps. Ce sont les mots de Nelson Ewande après sa victoire au Juste Debout en mars 2025. Une 4e couronne, une performance historique. Nelson est le danseur de hip-hop le plus titré au monde. Mais cette victoire est surtout l'aboutissement d'un long parcours. Celui d'un danseur qui a appris à se construire et à forger un véritable état d'esprit. Né en banlieue parisienne, il est bercé dès l'enfance par le rythme. Son père est musicien, sa mère est danseuse afro-contemporaine. Très jeune, il croise la route de la Mafia Quinfri, ce collectif emblématique du rap français, et découvre le popping auprès des Electric Boogaloo, les maîtres américains de cette danse née dans la culture funk. À partir de ce moment, il remporte de nombreux trophées dans le monde lors de battles. C'est ce truc de tu sais pas quel son va sortir. Le mec qui est en face de toi, il est fort, le mec ou la fille. Hein. Il y a ce truc de montrer tes meilleurs skills sur le moment, d'être performant à ce moment-là. Et puis en plus, il y a ce truc où en fait, je dois juste danser sur la musique, quoi. Dans ce premier épisode, on va remonter aux origines. L'enfance, les solitudes, les battles, la paternité, et surtout, comment la danse devient-elle un espace de liberté totale. Si cet épisode vous touche, pensez à vous abonner au Sens de la danse, à laisser 5 étoiles et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nelson. Bonjour Myriam. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ouais, écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ma première question, elle est toujours la même. C'est quoi ton premier souvenir de danse ? Je pense que c'est ma mère dans ses stages. J'ai souvent cette anecdote de mon père qui me disait que au début, quand elle me voyait m'endormir, elle voulait me mettre de côté dans une autre salle ou quoi au calme, et qu'en fait non, ça me réveillait, et donc lui il me mettait à côté des tambours et là je m'endormais. C'est pour moi le premier rapport à la danse et à la musique que j'ai. Donc tu regardes ta mère danser et elle dansait donc la danse afro-contemporaine, c'est ça ? Elle danse à l'époque, elle danse la danse afro traditionnelle. Elle est dans les ballets nationaux du Sénégal, elle donne des stages, je suis là dans ses stages, dans ses répétitions, elle me traîne avec elle, quoi. T'as quel âge à ce moment-là, tu te souviens ? De bébé à, je sais pas, jusqu'à ce que l'école permette plus que je fasse tous ces voyages avec elle, on va dire. Ouais, tu vois. jusqu'à ce que tu rentres en maternelle. Et donc, dans ces moments-là, tu te souviens de cette sensation ? C'est forcément du bien-être, parce que ça, en tout cas, ça te berce. Je pense que c'est devenu mon espace de liberté. J'ai envie de dire que c'est limite mon premier jeu en tant qu'enfant. Et c'est pour ça que j'arrive toujours à jouer autant avec ça. C'est parce que c'est vraiment le truc qui m'anime depuis le début de ma vie. Donc en vérité, c'est un truc qui fait juste écho de là, je suis moi-même. Là, je suis libre. Et quand tu parles de jeu, c'est un jeu de quoi ? C'est un jeu par rapport à qui ? Avec qui ? C'est un jeu par rapport à la musique. Moi, mon jeu dès le départ, ça a été, je voyais des danseurs africains au Sénégal ou danser le sabar, et il y a toujours cette relation où ils viennent danser devant le musicien. C'est un jeu entre lui et comment tu vas me suivre et comment je vais te suivre et comment l'un prend le lead, etc. Et donc j'ai toujours été dans ça, moi, dans cette relation-là, dans la musique, à comment je vais pouvoir la transcrire dans mes mouvements pour que la personne entende ce qui se passe dans la musique. Et ce qui se passe en toi. Et ce qui se passe en moi, ouais, bien sûr. Et c'est aussi une danse sacrée quand même, le sabar. Bien sûr. C'est quelque chose aussi que tu as très vite aussi pressenti. C'est une musique qui est traditionnelle, qui est hyper puissante. Ça, c'est des choses qui t'ont accompagné après ou pas ? Oui, parce que mon père est djembé Fola, donc il est de base. Après, il est pianiste aussi, tout ça. Mais c'est vrai qu'il est très penché sur le rythme. Et donc moi, petit, je me rappelle avoir fait du solfège, et un des trucs qui me passionnait le plus, c'était le solfège rythmique. Dès que je rentrais là-dedans, je pouvais rester des heures. Alors que toutes les gammes de piano, tout ça, ça pouvait très vite m'ennuyer. J'ai 4-5 ans, mes parents sont plus ensemble déjà. Donc du coup, je pense que mon jeu, il est resté celui-là en fait. Comment moi, je vais jouer avec ce rythme. Et c'était un peu ce truc, je pense, de
de pouvoir faire dans ma danse le lien entre mes deux parents, entre la danse et la musique. Moi, j'ai jamais ressenti de chez mes parents un truc de me pousser à faire ça. Mais tu baignais en tout cas dedans. J'y baignais, mais c'était naturel, tu vois. Et puis ma mère, elle a toujours été dans un truc, si tu veux faire autre chose, c'est mieux. Bah, tous les parents se disent que artiste, c'est pas ce qu'on souhaite. Parce que compliqué. Bah oui, parce que moment de creux, parce que pas stable, parce que... Pourtant, ta mère est quand même une grande danseuse chorégraphe. Elle a eu sa compagnie. Ouais, bien sûr. Elle est installée dans le milieu, mais elle connaît la vie d'artiste, elle sait ce que c'est, et puis elle sait que les élus sont rares. Ouais. Et donc, du coup, tu évolues là-dedans. Tes parents, donc, se séparent. Comment est-ce que tu vas continuer ton rapport avec la danse et la musique? Tu grandis, en tout cas, à Vitry? À Ivry-sur-Seine. À Ivry, pardon. Ouais. Moi, je suis de Créteil, donc je vois Ok. très bien. Et à Ivry, et comment ça se passe là-bas? C'est le quartier? C'est le quartier fort. Je suis dans un quartier aussi qui baigne dans la musique. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qui peut se passer, tous les trucs de trafic, de violence, de tout ça, etc., il y a aussi ce truc hyper constant, c'est la musique. Ouais. Et parce que je viens d'un quartier où il y a un des membres de la Mafia Quinfri, Bah ouais. donc on a baigné là-dedans. La Mafia Quinfri, c'est aussi tout le truc raga, dancehall, et puis tout ce mélange de communautés dans lequel on baigne. Donc forcément... Avec des grandes figures, Kev Ouais. James, Voilà. Donc, avec son 13. c'est Papou qui est chez nous. Donc, quand je sors de chez moi, il y a toujours ce truc-là. J'ai aussi monté un groupe de rap dans lequel j'étais le beatmaker. J'ai toujours baigné dans ce truc-là, même à l'extérieur. Donc, ça a toujours été naturel et je suis un peu resté, Nelson, c'est le mec qui danse, là. Ouais, c'est le mec de Barbus qui danse, là, qui fait des waves. C'est toujours resté ce truc-là. Autant, effectivement, il peut y avoir de la violence, mais ça peut aussi être un terreau hyper fertile pour tout ce qui est artistique. Bien sûr. Et ça l'est totalement. Il y a les conneries, bien sûr, il y a tout ça, mais il y a aussi beaucoup de connexions avec la musique. Moi, c'est là où je vais chez mon pote, il achète ses premières platines, ses premières vinyles, il me montre comment ça marche, sa première MPC, tout ça, et les CD, tu vois, je me rappelle des CD, des disques qu'on allait prendre à Carrefour, tout ça, etc. On se faisait notre culture comme ça, tu vois, et c'est vrai que Internet, ça arrivait après, donc il y a tout ce truc hyper insouciant et hyper à la recherche d'infos tout le temps, qui nous passionne. Ouais, ça t'anime, en fait. Bah carrément. Tous les jours, on est en recherche des nouveaux sons, des derniers sons Quinry, des trucs dont on était bousillés par les mecs du sud des États-Unis déjà, d'Atlanta. Donc on était vachement dans ça, toute la Dirty South et tout. Et on était en recherche tout le temps. Ouais, mais t'as entendu, lui, c'était limite une compète entre nous, tu vois. Mais toi, t'étais danseur, donc là, tu faisais ça avec des gens qui étaient dans le son. Bah parce qu'en fait, chez moi, il y avait personne qui dansait. Eh ouais. Tout le monde était dans le rap. Ouais. C'était le rap. Donc moi c'est le hip-hop. Donc le rap, forcément, ça me parle. Alors, j'ai jamais voulu écrire ou rapper parce que je respectais trop ça. J'avais affaire à des mecs tellement forts pour moi. Je me disais, faut déjà que je sois fort dans moi, ce que j'aime, ça veut dire la danse et faire de la musique plutôt que de commencer à écrire et tout. Donc c'est vrai que c'est resté mes forces, c'est resté le truc. Même sur scène, ouais, Nelson, montre-nous comment on bouge. Donc il y a toujours eu ce truc de même déjà d'être dans la direction artistique en vérité. Mais alors, à quel moment tu t'es dit, de toute façon, moi, c'est pas le son, ça va être la danse? Parce que t'aurais pu quand même suivre le mouvement. Bah en fait, il y a jamais eu un moment où j'ai vraiment fait un choix. La danse, elle s'est imposée d'elle-même. Je dansais quoi qu'il arrive. J'étais en studio avec des gens, je dansais. Et en même temps, je pouvais être en création. Et j'ai déjà commencé à faire des battles et tout, etc. Donc c'était vraiment mon truc, tu vois, vraiment. De base au quartier, c'est là où j'ai commencé à faire mon nom, c'était à cause des booms. Et donc dans les booms, il y avait toujours ce moment où t'as le danseur de tel quartier, ou le b-boy de truc, ou je sais pas quoi, donc t'avais des mecs un peu à Vitry, tout ça. Mais chez nous, à Ivry, tu vois, c'était un peu pauvre. Et donc du coup, j'étais un peu le smurfer d'Ivry-sur-Seine, tu vois. Donc on déboulait dans des soirées ou des trucs, et puis il y avait toujours un moment où il y avait un cypher, un petit cercle, et tu pouvais être sûr que là, j'allais envoyer. C'était un peu ça. Et donc, t'étais un peu, finalement, un peu la coqueluche. Hein. Ouais, un peu le genre de mascotte, Ouais. parce qu'il y avait que moi qui faisais ça. J'avais des potes qui touchaient un peu et tout, mais ils ont jamais été aussi sérieux que moi. Puis voilà, c'était plus dans un délire de vas-y, on te pousse, tu vois. T'étais sérieux. Ouais, bah, c'est même pas que j'étais sérieux, c'était juste que c'était naturel. Il y a un son, je bouge. Ouais. Tu vois. Ouais. Et ça, que je sois dans le hall et que ça fasse des trucs autour de moi, tout le monde savait que j'étais un danseur.
tu te dis que c'est ça, t'es du coup un peu seul. Total. Je suis seul et donc du coup, il faut que je vais ailleurs. Je vais dans d'autres salles parce que chez moi, il y a pas de salle. Donc je vais dans le 77, je vais à Châtelet, je vais à la Défense beaucoup, m'entraîner à la Coupole. C'est mes terrains de jeu et où je rentre à pas d'heure et ma mère elle comprend pas. Elle est dans un truc, tu vas t'entraîner, tu vas danser parce que je disais même pas je vais m'entraîner. Je disais je vais danser. Ah, mais parce que c'était tellement naturel pour toi. Ouais voilà c'est ça. Mais elle se disait mais tu vas danser jusqu'à 4 heures du matin jeudi soir. Je la comprends en même temps. Bah ouais non mais c'est normal. C'est vrai que moi je suis dans un truc où je veux juste progresser. Je veux juste être fort. Donc je veux juste apprendre des meilleurs et voilà, je prends pas de cours, et je vais pas en école de danse, donc tout se fait sur le tas, dans la rue, dans la street, avec les gens que je rencontre en vérité. Avec quand même une icône qui est Michael. Michael, c'est ce qui m'amène tout petit en fait, sans le savoir, vers le popping. D'accord. Parce que ce qui m'intéresse chez Michael quand je suis petit, c'est tout de suite ses effets et ses blocages, et donc je suis tout de suite dans l'imitation très vite, et c'est pour ça que quand j'arrive adolescent 14-15 ans, que je commence à faire tous ces effets-là et tout, c'est limite inné. Parce que c'est des trucs que j'ai bossé quand j'avais 3-4 ans en imitant Michael, qui était en fait inspiré par des gars que j'ai rencontrés plus tard, donc les Electric Boogaloo, et qui m'ont... voilà, aujourd'hui, c'est des gens avec qui sont des grosses inspirations et puis avec qui je voyage. Et qui ont bossé avec Michael. Et qui ont inspiré Michael, bien sûr. Donc c'est quand même pas rien. Bah ouais. Ouais. Donc t'évolues comme ça au fil du temps. Donc t'es un peu seul, mais finalement tu trouves un peu des inspirations à droite à gauche. Comment ça évolue par rapport au quartier? Est-ce que finalement la danse, elle prend peut-être un peu plus de place? Et comme tu dis, des fois ça permet aussi d'avoir un peu un refuge, non? Bah en fait, ce qui se passe, c'est que je passe mon bac, j'ai 18-19, et en fait, je sais pas quoi faire après mon bac. Est-ce que je vais à la fac? Il y a rien qui m'intéresse vraiment en fait. Et donc du coup, je suis un peu là, je vivote, sauf que ça va pas. Je suis chez ma mère, elle est là, elle me dit il faut que tu te décides. C'est soit mais il faut que tu te décides. Et donc je dis ben je veux danser en fait. Ça l'amuse pas, mais elle me dit je te laisse un an. Un peu comme ça, je crois l'ultimatum il est sorti comme ça, je te laisse un an, il faut que tu m'aides pour le loyer, pour truc, ou sinon tu retournes à la fac, tu vas taffer, tu te débrouilles. Mais vas-y, tu veux danser, va. Ton père, il dit quoi? Mon père, on n'est pas trop en relation à ce moment-là, et de toute manière, mon père, c'est un antisocial. Donc je pense qu'il est dans un truc où tant que moi je me sens bien dans ce que je fais, vas-y. Mais il y a pas vraiment son avis, son aval, ou voilà, il prend des news à Ok. ce moment-là. Et du coup, moi, je rencontre Nasty, je rentre dans la compagnie Quality Street, et puis dans la compagnie de George Momboy, où je fais une reprise de rôle, et puis dans la compagnie de Bintou Dembélé, dans la Rivalité. Et donc en fait, je deviens intermittent très vite, je deviens intermittent du spectacle. Puis avec des jolis noms quand même. Ouais. J'ai la chance de pouvoir être professionnel et vivre de ma passion, et j'ai 20 ans, 21 ans. En parallèle, je m'intéresse au battle et je fais toujours de la musique et tout ça. Et en fait, je voyage. Je commence à voyager, en vrai. Et les battles, alors, ça se passe comment? Tu te souviens un peu de ton premier battle? Mon premier battle, il se passe en Guyane, Oh, en vérité. sur tes terres d'origine? Ouais, je dois avoir, je sais pas, 17 ans, 16-17 ans. Donc ma mère, elle a son festival, tout ça, etc. Et puis elle voit la jeunesse de la Guyane monter, donc elle comprend vite que la danse qui va intéresser la jeunesse guyanaise, c'est le hip-hop. Et donc elle fait venir des intervenants de France. Moi, je suis là-bas parce que c'est l'été, parce que c'est comme ça, c'est l'été, tu rentres au bled, tu vois. Et donc je vais au pays, je suis là. Sympa comme bled quand même. Bah oui, c'est sympa. Je vis le truc, il y a des intervenants qui sont là, ok. C'est là que je rencontre Nasty, c'est là que je rencontre Faïs, c'est là que je rencontre Pascal Gimard. Il y a ce battle qui est organisé par une association de là-bas, tout ça, etc. Et auquel je participe, et que je sais plus, j'arrive en finale ou je gagne. Ah mais direct, en fait, c'était ton premier battle Ouais. et tu y vas et tu gagnes direct en finale. Ouais, je crois un truc comme ça. Et Tu te rends compte un peu, Nelson? bah sur le moment, non. Mais même maintenant, en fait, parce que c'est tellement, je sais pas comment dire. C'est tellement une connexion avec la musique. C'est tellement sur le moment, ce qui se passe, c'est que je suis sous l'eau. Et puis après, je regarde, je vois le truc, et je me dis, ça associe plein de trucs que j'aime beaucoup. Au quartier, je suis connu pour avoir une grande bouche. Tu vois, pour toujours charrier les gens, faire des blagues sur les gens et tout, etc. T'as de la répartie. Grand, pas grand, là. Et en plus, il faut montrer la connexion à la musique. Ouais. Donc là, voilà, c'est tout vu. Et du coup, je rentre. Donc là, mon premier battle en France, c'est 2005. J'ai 20 ans, c'est Battle Trash TV qu'organise Sally Sly, qui deviennent de mes grandes inspirations aussi. Et en fait, je crois, je perds au premier tour contre Brieux. Je passe le bonjour d'ailleurs, c'est un mec qui m'a toujours
poussé dans ce que je faisais aussi. Il y a pas longtemps, on était chez lui, on a répété. Et ce qui se passe, c'est que j'y prends goût en fait. Je prends goût à ce truc-là et puis ça parle au quartier. Ouais. Ça veut dire que les gens du quartier ils disent ouais, il y a un battle, truc, ils me suivent. Puis, T'as un statut du coup aussi. ouais, pas tout de suite, mais c'est surtout que ça me plaît et que j'ai mes potes avec moi. Ouais. Donc on y va en équipe et on n'y va pas pour faire des conneries. Donc du coup, tout va bien, tu vois. Quand tu dis que t'aimes vraiment la battle, qu'est-ce que tu aimes? C'est la compétition? Tu aimes le fait d'être en one-to-one ou des fois c'est un 2 contre 2? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans les battles? Je pense que c'est ce truc par rapport à l'adrénaline du moment, en fait. C'est ce truc de tu sais pas quel son va sortir. Le mec qui est en face de toi, il est fort. Le mec ou la fille. Il y a ce truc de montrer tes meilleurs skills sur le moment, d'être performant à ce moment-là. Et moi, je suis vachement inspiré par des grands sportifs, des grands champions que ce soit de boxe, de foot. C'est vraiment des sports qui me passionnent, que j'ai pratiqué ou quoi. Et donc, du coup, Comme qui par exemple? comme sportif, que ce soit de Zidane à Henry, Ronaldinho, à Tyson, Ali, ou comme aujourd'hui encore dans l'UFC, la préparation avant l'événement, la pression à gérer et le fait de devoir être performant, pour moi, c'est un truc qui m'a toujours suivi dans ma carrière de danseur et en battle, tu vois. Donc C'est le mental finalement. ouais, c'est mental et puis c'est ce truc de ce conditionnement mental, je dirais, tu vois, c'est vraiment ce truc de se mettre en condition de je vais terrasser, tu vois, et d'être en winner ou même des tennisman. Tu vois, j'adore moi les tennisman, Federer, Nadal, c'est vraiment des mecs qui sont là 7 heures sur un court, tu vois ce que je veux dire, et t'es tout seul. C'est vraiment un truc qui me parle et où j'ai tout de suite pris goût. Et puis en plus, il y a ce truc où en fait, je dois juste danser sur la musique, quoi. Mais pour toi, c'est juste. Mais c'est le truc que je fais depuis que je suis petit. Tu vois ce que je veux dire? En fait, vraiment, c'est ça. C'est le jeu que je fais depuis que je suis enfant. Donc, si c'est juste ça, vas-y, balance du son, frère. C'est un peu ça, le truc. Tu disais que là, t'étais seule normalement au quartier. Mm. Là, tu commences à trouver un peu des coéquipiers ou pas? De danse? Ouais, parce que je rencontre des gens. Donc, du coup, il y a ce premier crew que je monte qui s'appelle LCS. Ouais. Los Cassos. Et qui... Ça vient d'où ce nom? Parce qu'à l'époque, il y avait ce truc où on disait les cassos Ouais. de banlieue, les cassos de cité, tout ça, etc. Et nous, en fait, on avait un délire où... parce qu'il y avait un des membres qui revenait d'Espagne, et donc il aimait bien tout le temps mettre des mots en espagnol, tout ça, etc. Et comme nous, on n'était pas trop chaud en espagnol, tous les mots qu'on prenait, on les finissait en os. Tu vois, ouais, on prend la voiture os, on va au stados, on va jouer au footos, on va manger un kebabos, tu vois ce que je veux dire? Et du coup... on s'est dit, viens, on s'appelle Los Cassos, parce qu'en vérité, on est des vrais cassos de la danse. On a une mentale vraiment street. Et c'était un peu l'énergie qu'on voulait ramener dans ce truc où c'était un peu, si tu veux, saupoudré de, ouais, il faut paraître comme ci, il faut paraître comme ça, faut s'habiller comme ci, il faut ça. Et on était dans un truc, ouais, non, nous, on arrive un peu comme on est. On casse les codes, ouais. Ouais, il y avait un peu ce truc-là. Donc, Los Cassos fort devant, première ligne. Vous êtes 4, c'est ça? Ouais, on était 4 à l'époque. Et puis après 5, et puis il y en a qui ont arrêté, etc. On a fait les choses, on a bien voyagé, on a bien représenté. Non seulement en France, en Europe, mais aussi en Asie. Vous aviez quand même bien voyagé. Il y en a un qui t'a un peu plus marqué avec ce crew? Il y a Circle Underground qu'on a apprécié faire. Il y a Pop Lock Box qu'on est parti faire au Japon. Il y a le KOD aussi qu'on est parti en Chine. Bon, c'était déjà des équipes évoluées de Los Cassos, tu vois, mais c'est vrai que c'est quand même des grands voyages, des gros souvenirs. Il y a ce clash aussi au Juste Debout avec toute l'équipe de Slick Dog et toute son équipe de G-Style, tout ça, qui était venu un peu genre call out et tout ça. Ça avait fait un peu de bruit. On a vraiment bien écumé le milieu du battle, c'est sûr. Et est-ce que toi, là, dans ce cadre-là, puisque t'es plus tout seul, justement, est-ce que ton style commence à évoluer dans la danse et comment? Mon style, il évolue. C'est toujours du popping, mais j'ai déjà ce truc où je veux casser les codes un peu. Je sens très vite qu'il y a ce truc. Moi, je fais ce style-là. Moi, je suis dans ce truc-là. Donc, moi, je m'habille comme ça. Moi, c'est plus sur ces sons-là. Alors que moi, je kiffe tout, tu vois. Donc, si tu veux, il fallait que je puisse mixer ce truc très électrique, très Force 7, très Claise, Smiley, ce Smurf, très Brucey Kanji, très Slide, très... et ce Bougalou pop, très Sally Sly, Walid, Electric Boogaloo, pour moi, c'était, tu vois, l'animation à la Popin Taco, tout ça, pour moi, c'était important de pouvoir maîtriser tous ces trucs-là et de pouvoir en faire ma sauce. Et puis surtout, ce qui est arrivé très vite, c'est que j'ai vu beaucoup de gens être uniquement dans la technique. Et donc, j'ai vu des gens très forts, techniquement,
où pour moi, il y avait pas assez de rapport à la musique, ou pas assez de groove mis en avant, qui restait pour moi quand même l'essence de la danse. Bien sûr. Je viens quand même d'une mère qui travaille, tu vois, l'afro dans le fond et tout, le tradi. Donc, c'est des trucs qui m'ont marqué, et je sais reconnaître des bons danseurs aussi à ça. Pour moi, la technique, c'est fort et tout. Donc, il a fallu que je bosse ma technique, mais c'était pas ça qu'il fallait que je mette en avant. Tout de suite. J'ai ce truc où je décide très vite que moi, je vais pas mettre des phases en avant. On va pas retenir de moi des séries de mouvements. On va retenir quoi alors? On va retenir le groove, on va retenir le danser, et on va retenir le rapport à la musique. Et souvent, j'ai ce truc-là où les gens viennent me dire, tu sais, des gens d'autres danses ou d'autres styles. Moi, j'aime bien parce que quand je te regarde, tu fais du pop, mais tu danses. Alors que c'est une danse, Bien sûr. mais c'est une danse tellement technique, tellement quadrillée, tellement codifiée, tellement robot, en vérité, que un danseur de pop, il peut paraître raide, alors que c'est une danse funky. Ouais. Tu vois. Mais en fait, la technique, quand elle bouffe trop le truc, et donc c'est pour ça que ouais, moi, c'était vraiment tout de suite, très très vite dans ma danse, j'ai dit, moi, ça va être ça qu'il faut que je mette en avant. Est-ce que c'est ça qui fait, selon toi, un peu la différence dans les battles, justement, qui fait que tu gagnes? Je sais pas, je pense que d'un côté, oui, forcément, parce que je pense que, comment dire? Je pense que le but de tout danseur, au final, c'est d'arriver à être unique. Je dis souvent ça, il y a que quelques danseurs que tu peux reconnaître dans l'ombre, si tu vois que leur silhouette. Et en fait, moi, ça a toujours été ça le but. Ça a toujours été que, et si c'est pas des signatures de move, alors si je fais un move dans l'ombre, il y a un autre mec qui peut refaire le même move. Et on va me confondre. Il va falloir que j'ai une manière de bouger ou une manière de prendre la musique qui va se reconnaître tout de suite. Donc, j'ai bossé ça sans vraiment le conscientiser. Parce que mon but, c'était vraiment de dire, je vais pas être dans la technique. Je suis technique parce que, voilà, ça m'arrivait plein de fois d'être avec des gens, ouais, mais, ou alors c'est trop dansé, c'est trop groové. Et puis tu viens à la salle et tu vois comment je travaille, tu dis, ah, ok, d'accord, ok, j'ai compris. Mais c'était de mettre en avant ce truc groovy. Et ça arrivait encore plus quand j'ai commencé à voyager en Asie. Ouais. Parce que c'est des techniciens, en premier. Et en Asie, ils ont pas ce truc comme on a en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique noire, de danser ou de chanter pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais on a tous des oncles ou des tantes qui auraient pu être des bêtes d'artistes, qui sont là juste dans les fêtes ou dans les mariages ou les enterrements ou les anniversaires. On a ce truc-là chez nous où ça fait partie de notre quotidien. Oui, et puis c'est une célébration de la joie aussi. C'est ça. Et en fait, il y a beaucoup moins ça en Asie. Il y a beaucoup moins ce rapport-là. Et donc, du coup, j'ai rencontré un popping là-bas qui était hyper martialisé, en vérité. Tu vois? Mais du coup, ça peut aussi perdre de son âme, non? Ça perd de son âme. Mais D'accord. totalement. Mais donc, du coup, moi, sachant que c'était des endroits où j'allais revenir et où il allait falloir que je sois performant face à des gens hyper techniques. Tu te savais dans la technique. Ouais, ça a été encore plus logique pour moi d'appuyer sur ce point-là, parce que je voyais qu'autour de moi, il y avait vraiment personne qui était là-dessus. Ouais. Donc, du coup, ça a fait encore plus ma marque de fabrique. Ouais, c'est ta signature, quoi. Ouais. Tu as aussi eu d'autres influences parce qu'il me semble que tu as fait aussi un peu de claquettes. Comment est-ce que tu as touché à d'autres danses? Bah, les claquettes, j'ai jamais vraiment pratiqué, mais j'ai toujours kiffé. J'ai toujours traîné avec des gens qui en ont fait, ou quoi, aux caisses, donc ils m'ont montré quelques trucs et tout. Ou au quartier, où est-ce que tu as... Non, dans la danse après, tu vois, en Ok. bougeant, mais c'est vrai que les Nicolas Brothers aussi, c'était des gens que j'ai pu regarder quand j'étais petit et tout. Et du coup, On est toujours dans le rythme, en fait, là-dedans, ouais. tu vois? Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. En vrai, c'est vraiment que ça, genre. Et du coup, après, ben, de par ma culture, je dirais afro-caribéenne, moi, mon père, il écoutait du jazz tout le temps à la maison, de la funk, ma mère, ça pouvait passer du zouk à Whitney Houston, au gospel, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai baigné un peu dans tout ce truc-là, un peu assez éclectique. Et du coup, au niveau de la danse, j'ai toujours été hyper ouvert aux autres styles. Donc j'ai toujours fait un peu de lock, j'ai toujours fait un peu de break quand j'ai commencé, j'ai toujours fait un peu de hip-hop, j'ai toujours, tu vois, Tu danses aussi au sol un peu? Ouais, non, plus maintenant, ça y est, c'est fini. C'est fini, ça. On est trop vieux. Ouais, les genoux. Mais du coup, c'est vrai que la house dance, tout ça, et j'ai été inspiré aussi par beaucoup de danseurs qui font pas du pop. Des mecs comme Brian Green, comme Yuxon, comme Didier Firmin, comme Faiz, comme Tias. Tu vois, c'est des gens qui m'ont vraiment inspiré autant que des poppers. D'accord. Mais vraiment.
C'est pour ça que je pense aussi que j'ai beaucoup, moi, kiffé l'arrivée des Battle All Style. C'est un truc que j'ai kiffé parce que où je me sentais encore plus libre de faire ce que j'avais envie de faire en utilisant ma technique de pop en première ligne, mais avec toutes mes inspirations qui pouvaient qui pouvaient sortir comme ça sans que je sois dans le contrôle de je suis dans un battle de pop, il faut quand même que je pense au tu vois ce que je veux dire? Ah. Oui, ça t'ouvrait un peu plus le champ des possibles et où finalement cette ouverture qui est hyper importante pour toi. Carrément. En tout cas, étant donné que tu es autodidacte, effectivement, finalement, si j'ai bien compris, tu vas un peu piocher partout dans toutes tes influences et t'essayes de trouver ta signature à cette époque-là, peut-être de manière inconsciente. Ah ouais, de manière inconsciente, Ouais. mais totalement. C'est juste que je me rends compte que plus je m'inspire de ces choses-là et plus ça enrichit ma danse. Pour revenir aussi au truc de par rapport à ma mère, je sais que dans tous ces spectacles, dans tous ces festivals, il y a toujours ce mot qui revient, c'est le métissage. Et en fait, pour elle, elle a toujours prôné ce truc-là que le métissage, c'est le futur. Et du coup, moi, je l'ai pris à tous les, tu vois. Tu l'as pris au premier degré. Ouais, ça veut dire que je me suis toujours dit, mais même dans les danses, même dans les trucs, plus on va mixer, plus on va être S'enrichir. fort et s'enrichir, tu Bien vois. sûr. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est resté aussi un truc hyper important chez moi, c'est de métisser les danses. Et du côté de ton père, il est camerounais, je crois. Ouais, il est franco-camerounais. Franco-camerounais. Est-ce que tu as pris aussi quelque chose de là-bas? Du Cameroun en particulier, je dirais pas, non, je dirais pas du Cameroun en particulier. Je dirais de l'Afrique en particulier. Pourquoi? Parce que familialement, on a un rapport assez compliqué avec le Cameroun du côté de mon père. Et du coup, moi, par exemple, je suis jamais allé au Cameroun. D'accord. Je suis allé au Sénégal, je suis allé au Mali, je suis allé en Algérie, je suis allé au Maroc, j'ai fait plein de pays en Afrique, mais je suis jamais allé dans mon pays d'origine parce que familialement, c'est hyper compliqué l'histoire. Je vais y arriver. Il y a des gens qui me demandent de venir, etc. Je sais que je porte un nom important là-bas, tout ça. Donc, il y a une grande famille et tout. Je sais que je vais y mettre les pieds. Mais c'est vrai que non, il n'y a pas ce truc particulier du Cameroun en moi, mais il y a ce truc très fort de représenter l'Afrique. Au-delà de l'homme noir, c'est l'Afrique en général et ce truc où, tu vois, en dessous l'équateur, là. Mmh. Voilà, ces gens en dessous Afrique l'équateur. subsaharienne. Ouais, tu vois, même du côté caribéen, je suis pas antillais. Ouais. On est sur la Guyane, on est sur le continent de l'Amérique du Sud, on est avec les Brésiliens, les Dominicains, on parle portugais, espagnol là-bas aussi. Donc, du coup, chez moi, c'est vraiment très, très mixé. Aussi bien même au niveau des religions et tout. Donc, c'est vraiment un truc où, pour moi, le métissage, c'est le nerf de la guerre. Et c'est la clé. C'est la clé. Et du coup, toi, tu te considères comme noir? Bien sûr, je suis noir, je suis un homme noir, mais je suis un citoyen de la Terre. Mmh. T'es métisse aussi. Je suis métissé en premier. Ma foi est très très forte. Et t'as une foi en quoi, alors, du coup? En Dieu. J'ai une foi en Dieu. J'ai une foi en cet être supérieur. Je prie tout le temps. Quand je me lève, quand je me couche, avant de danser, avant de faire quoi que ce soit. Quand je fais la sécurité sociale, quand je demande des papiers. Tu vois? Non, mais je suis tout le temps en demande. Je remets tout dans les mains de Dieu. La danse, c'est pour moi aussi un vecteur, qu'on peut arriver en transe, qu'on peut arriver dans quelque chose de très spirituel. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, tu l'as ressenti et tu l'as vécu ou tu le vis toujours? Quel est ton rapport par rapport à Ouais, ça? je pense qu'il y a des moments où, je sais pas si on peut appeler ça se connecter ou déconnecter, mais je pense qu'il y a des moments où tu atteins des états de corps et de mental qui sont supérieurs et où tu rentres dans des fréquences où ton rapport à la musique et ta connexion à ce moment-là fait que tu vas toucher d'autres sphères, on va dire. Je l'ai jamais recherché, mais je l'ai ressenti. Souvent? Bah, en fait, je le vois des fois quand je regarde des vidéos en battle où je me rappelle pas ce que j'ai fait. Quand je regarde la vidéo, des fois, je me rappelle même pas de la musique, du son sur lequel j'avais dansé et où en fait, je regarde plusieurs fois parce que c'est pas que je suis pas impressionné par ce que je fais, mais je suis juste impressionné du fait de comment à ce moment-là, j'étais connecté, mais que je m'en rappelle pas. C'est dingue. Et du coup, c'est là où je sais que ah ouais, là, j'ai touché un moment. Tu vois, j'ai touché un truc où là, j'étais parti, tu vois. Mais sur le moment, moi, je sais que j'ai ce truc-là de sentiment de où des fois, j'ai l'impression d'être sous l'eau. Je dis souvent ça. Je suis tellement dans ma bulle et j'ai tellement demandé avant, je me suis tellement mis en condition, j'ai tellement prié que j'arrive à un état où je ressens comme si j'ai une bulle autour de moi. Et si je ressens ça là, C'est bon. ouais. Et du coup, il y a ce truc des fois où ça fait que j'ai l'impression comme si je me réveille ou comme si je sortais de l'eau quand je suis sorti de ça, quand j'ai déconnecté, quand je suis sorti de scène ou quand, tu vois. Et ça peut arriver des fois même vraiment plus tard.
genre 10-15 minutes après où je me rends compte que ah ouais, ça y est, c'est bon, j'ai déconnecté là. Mais tu m'étonnes du coup que tu puisses penser, quand tu parles de personnes comme des boxeurs, où tu es évidemment dans un autre état et où tu te mentalises. Forcément, c'est effectivement ça. Tyson, je pense que c'était vraiment ça. Il rentrait dans son combat quand il rentrait sur le ring, mais il était dans un autre Mais état. c'est obligé. Ces sportifs-là, tu le vois dans leurs yeux. Tu vois, il y a un truc qui se passe à un moment donné où il y a un truc qui déconnecte. C'est soit, si c'est Mike Tyson, ça devient une bête féroce. Si c'est, tu vois, Messi ou Ronaldinho, c'est au moment où il prend le ballon, où il décide de ce qu'il va faire. Il y a ce truc-là, je pense, chez ce genre de personnes où, et des fois, c'est même pas, c'est même pas voulu, c'est par rapport à des fois à ce qui se passe. Tu vois, moi, il y a des fois où je sentais que j'étais pas dans mon meilleur mode. Et puis, il y a un truc dans le battle, à un moment donné, un son ou un adversaire ou un moment qui fait que, Tu bascules. ouais. C'est magique. Du coup, ça devient un peu, comme tu dis, une adrénaline, mais ça peut être addictif aussi, ce genre de choses. Ah non, mais c'est addictif de fou. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de sportifs qui arrivent pas à prendre leur retraite au bon moment. On a ça en danse aussi, hein. On a ça en danse dans le battle et tout. Et on a aussi ce profil-là, tu vois. Il y a ce truc de toucher ces moments-là. Et puis après, t'as aussi, j'ai envie de dire, le piège de la gagne. Quand tu commences à gagner, ça devient une drogue. Tu veux plus perdre. Déjà, tu veux plus perdre. Et puis encore, ça dépend, tu vois, ça dépend vraiment des gens. Mais moi, je sais que je suis un compétiteur dans l'âme. À partir du moment où je mets mon pied dans un jeu ou dans n'importe quoi, c'est pour gagner. Même on va jouer au Uno, je vais être sans pitié. Mais, tu vois. ah ouais, et t'es un mauvais perdant alors? Non, je suis pas un mauvais perdant. Ok. Parce que, en fait, c'est un jeu. Ça reste toujours C'est un jeu. Si tu viens pour jouer. Donc, tu vois, moi, je charrie. Ça veut dire tu peux pas charrier si t'acceptes pas d'être charrié. Bien en sûr. fait, c'est un peu ça le truc. T'es préparé à gagner comme à perdre. C'est un peu ça. Tu vois. Donc, non. Bien sûr qu'il y a des défaites qui font mal. Bien sûr qu'il y a des défaites où tu te dis, ouais, non, j'aurais dû gagner. Mais franchement, chez moi, ça passe vite. Et donc, tu fais ces battles et puis donc, tu as parallèlement ces moments aussi de création quand même. Et ça te permet quoi? Parce que c'est pas du tout la même chose. Bah, je pense que la création, c'est un truc qui est beaucoup plus intime et qui est beaucoup plus dans la recherche. Des fois, la recherche même de l'état de corps. Aussi, j'ai eu la chance de bosser avec des chorégraphes très différents, des qui étaient hyper non hip-hop, il faut qu'on reste dans le truc du hip-hop, hyper core, hyper underground, tu vois, le knowledge, le tout ça, etc. Et d'autres qui étaient à la limite du contemporain, je te dirais même contemporain, tu vois ce que je veux dire, vraiment aller chercher un truc hyper perché pour pas grand-chose. Mais bon, au final, ça te fait travailler et aller chercher dans des espaces où t'irais pas. Et comme je suis quelqu'un d'assez ouvert, je pense, du coup, j'ai accepté de rentrer dans ces choses-là et de me mettre à l'épreuve et en challenge. Et c'est vrai que la création, ça t'amène à ça. Donc, c'est toujours intéressant, tu vois. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai dû faire une pause parce qu'il fallait que je travaillais sur des projets qui me plaisaient plus ou sur les bébés des gens, apporter des messages qui me parlaient pas, Ouais. que j'avais pas envie de porter. Donc, du coup, j'ai arrêté pendant quelques années et on a repris avec Enfants Prodiges, donc mon deuxième crew. Juste avant, il me semble quand même que ça me semble important. Tu fais différentes créations, donc avec Bintou Dembélé, mais à un moment donné, tu vas aussi, si mes infos sont bonnes, bosser sur le spectacle de ta mère. Va vite. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Ouais. Tu vois, t'es à 2008-2010, t'as une vingtaine d'années. Ouais, 23. Et comment ça se passe, ça, que ta mère te dise, parce que de l'ultimatum, bon, elle a bien vu que finalement... Que j'étais déter, comme ça. Voilà. Et que ça fonctionnait plutôt pas mal. Ouais. Comment elle arrive à te dire, OK, je voudrais que tu sois dans mon spectacle? Parce que ce spectacle, il raconte un peu l'histoire de sa vie. Et donc, en tant que mère et que fils unique, je pense que je suis quelqu'un d'important dans sa life. Et Heureusement pour toi. et du fait que je danse, je sais pas comment ça s'est fait dans sa tête que elle se dise qu'elle me demande mais bon, ça s'est fait naturellement. Et puis Et c'était quoi comme danse? Comment ça s'est passé? À quel souvenir tu en gardes? j'ai un solo et j'ai un passage avec elle où il y avait toute cette chorégraphie où je la suis, où pour elle c'était sur le thème de la filiation, quoi. C'était très intense, les répétitions, parce que moi et ma mère, on a forcément une relation assez particulière. Du genre? Du genre qui peut être hyper conflictuelle,
mais conflictuel dans le bon sens du Bien terme. sûr, Ça veut bien dire sûr. que à la finale, on s'entend et tout, etc. Mais bon, c'est quelqu'un de hyper têtu. Moi, je suis quelqu'un de hyper nonchalant. Et donc, ça frictionne un max. Mais on a réussi à le faire et puis ça a bien tourné. C'est un truc qui a bien marché pendant 2-3 ans, je crois. Et c'était une très belle expérience, moi, de pouvoir danser avec ma mère sur scène. C'est un souvenir. Non, mais c'est vrai que tu vois, la mise en matière et tout, les répétitions, Intense. Intense. c'était bien lourd. En tout cas, voilà, c'est rare quand même que tu vois des danseurs dansent avec leur mère. Ouais, carrément, Tu te carrément. rends compte? Ouais, très Truc bien. de dingue. Ouais, et puis j'étais assez jeune encore dans ma danse et tout, etc. Elle m'avait laissé l'espace de faire la musique et tout, de connecter aussi avec les musiciens et tout, c'était cool. Ah oui, donc elle t'avait fait confiance. Ouais, carrément, carrément. Dans le truc de très maternel et très, elle te montre pas du tout qu'elle a confiance, tu vois. Mais au final, ouais. Au final, ouais. T'as plus jamais redansé avec elle depuis? Sur un spectacle, non. Bon, ça a dû arriver peut-être, je sais pas, des annives ou des trucs comme ça que ça dansote un peu, mais Ouais. ouais, pas plus. Mais là, c'est pas pareil. C'est comme on disait, c'est dans les cultures, c'est dans nos Ouais, cultures. ouais. Ah ouais, c'est vrai. Donc tu vas un peu danser à droite à gauche. Et là, tu fais quand même, c'est quand même important, je pense, de le préciser. Tu vas faire le Energy Music Tour. Ouais. T'es derrière quand même des M. Pokora, Amel Bent. Mmh. Ça te plaît, tout ça? Non. Ok. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça me plaît pas. Ouais. Ça veut dire que je fais ça très jeune. Quand je commence, là, mes premières années, j'ai 19-20 piges et tout, je me retrouve Energy Music Tour, tout ça, etc. Et en fait, ça me plaît pas de danser derrière des artistes. Ça veut dire que moi, je veux être sur scène. Je sais pas encore comment, je sais pas sous quelle forme. Ok, il y a le battle, il y a le spectacle. On me propose ces trucs-là. Ok, je vais danser et je fais des chorégraphies de gens que je considère déjà moins forts que moi. Donc je me dis, ouais, c'est bizarre. Sur des sons que j'aime pas forcément. Je me retrouve dans un truc de limite de danse alimentaire qui me plaît pas du tout. Et où en fait, je trouve pas du tout moi le plaisir et ça flatte pas du tout mon ego de me dire j'ai dansé derrière lui. Pas du tout. Donc je comprends qu'il y a des gens que ça excite ou que ça donne envie ou que sur leur CV ou quoi, etc. Mais moi, mon focus à l'époque, c'est pas du tout ça. Mon focus, c'est être fort. Et donc, c'est pour ça que vient Enfant Prodige. Enfant prodige, ça vient 2015-2016 parce que quand je regarde bien maintenant, c'est fou ce que je vais dire. Mais c'est un peu les petits de chaque groupe qui existait déjà. T'as Prophénomène, t'as Kefton et Di, t'as Serial Stepper, t'as Capella et Francois, son petit frère. Donc moi de Los Cassos, qui était le plus jeune, et même Avengers, j'étais dans un crew aussi Avengers de Popper, j'étais le plus jeune. RAF, t'as Marvin, qui était le plus jeune de... Donc en fait, c'est un peu ça. On se retrouve tous dans un truc où, tu sais, maintenant on n'a pas les grands. On n'a pas les grands au-dessus. Maintenant, on fait vraiment notre sauce, on fait vraiment notre truc. Et vas-y, viens, on mixe. En fait, et là, je retrouve le truc de cette idée de métissage où je suis en fait au max de ma life, où là, en fait, je vais pouvoir danser de la house, du break, du hip-hop, connecté, tout ça. Et puis, j'avais besoin de cette énergie de groupe aussi, de cette énergie de crew, de voyager en bande qui me manquait en vérité. Parce que même si Los Cassos, on a fait des choses et tout, on a beaucoup voyagé seul aussi, chacun de notre côté. Et du coup, pendant des années, en fait, je voyage seul. Et ce groupe-là, il me permet de retrouver cette énergie qui me manquait du quartier quand j'étais avec mes potes et tout, quand j'étais plus jeune. Et d'être avec des gens avec qui on a la même passion, on a le même truc. Et ce truc de mixer à mort et tout, C'est un laboratoire, en fait. Ouais, c'est un lab et puis c'est vraiment je pense que c'était que du fun. Puis ça arrive à un moment donné où moi dans ma life, c'est pas facile parce que je suis en séparation aussi et du coup T'as déjà ton enfant? ouais, je suis déjà papa de Caïs, ouais. Et du coup, ça me porte en fait. Ça me porte dans un truc où j'ai pas le temps de réfléchir. Il faut faire, il faut, tu vois. Et du coup, ouais, c'est un truc qui m'a aussi fait du bien personnellement à ce moment-là. Ouais. Donc, Enfant Prodige, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un collectif. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites ensemble de concret? C'est bien beau de faire un lab, mais qu'est-ce qui ressort de tout ça? Qu'est-ce qui ressort? Ça ressort sous plein de formes. Il y a des shows à toutes les sauces, des duos, des trios, des quatuors, des quintettes, parce qu'on est 10. Il y a une commande de la Villette qui devient une création de 30-40 minutes, je crois, qu'on a fait. Ça s'appelle comment déjà? Qui s'appelle Espèce. C'est ça? On a fait donc le Golden Stage en 2000, je sais plus, 15, 16, 17 par là. Et Summer Dance Forever. Beaucoup de shows annulés. Ah, aussi. ouais. Pourquoi?
Parce You. qu'enfant prodige, parce qu'on est 10, parce que Capella, Marvin, Boubou, Kefton, à l'époque, on est un peu hyper demandé. Donc c'est super dur pour nous de rester pour une date au théâtre de j'en sais rien, alors qu'on est appelé en Russie, en Chine, en truc pour des événements big internationaux, etc. Donc à un moment donné, le truc de tenir le groupe comme si c'était une compagnie de danse, c'était pas possible. Bien sûr. C'était trop, tu vois. Donc on est là, on reste tous connectés. Aujourd'hui, on fait plus rien de concret, mais dès qu'on peut, on fait un truc, tu vois. Donc ça veut dire qu'il existe toujours. Ouais, Enfant Prodige, ça existe toujours, ouais, carrément. Moi, je représente toujours Enfant Prodige, quoi qu'il arrive. Même au-delà du coup, c'est une mentale. Tu vois, c'était un peu ce truc de mixer, et puis c'était un peu ce truc aussi de rester enfant. Et puis c'est un nom que Babson, paix à son âme, nous a donné. Donc c'est un truc fort. Et pourquoi rester enfant? Pourquoi rester enfant? Parce que c'est l'insouciance. Parce que l'enfant, c'est la pureté, l'enfant. C'est la pureté. C'est le fait de faire sans réfléchir. C'est le fait de enjoy pour enjoy, sans arrière-pensée, tu vois. Et en quoi ce collectif te permettait ça, de rester enfant? Bah parce que, comme je t'ai dit, on était un peu les petits de chacun de nos crews respectifs, et il y a ce truc où il n'y a pas vraiment de but. On s'amuse. On fait pour faire. On vient, on se voit à la salle, on construit. Des fois, on faisait des trucs, des longs chorés, monter des shows qui sont jamais sortis. On l'a fait juste parce que nous, ça nous faisait du bien, tu vois. Et puis après, ça nous faisait de la matière pour, quand on était en battle, ah ouais, viens, on prend cette partie, on la colle là, truc, là, etc. Puis même le truc de team battle, tout ça, etc., c'était vraiment fort parce qu'en plus, c'était vraiment le début des battles all style. Donc nous, on avait l'équipe all style parfaite pour pouvoir répondre à cette demande à ce moment-là. Pour ceux qui connaissent pas justement ce genre de battle, c'est quoi la spécificité? Du all style? Ouais. Bah, la spécificité du all style, c'est le fait que tous les styles de danse hip-hop sont représentés. Donc que ce soit dans la musique ou dans les styles de danse qui sont pratiqués, c'est des battles qui ouvrent en fait à tous les styles. Donc il y a plus de catégories de styles. Locking, popping. Ouais, voilà. Là, c'est un peu le fourre-tout. Et nous, on avait un peu la team parfaite pour répondre à ça. Mais toi, tu restais quand même un peu le roi du popping là-dedans ou pas? Bah, le roi, je sais pas, ça c'est les gens qui veulent bien dire, mais j'étais le seul popper à ce moment-là, en tout cas de l'équipe, et c'est sûr que ça reste mon domaine de prédilection, quoi qu'il arrive, c'est ma première technique. Quand même, la naissance de Caïs, ça chamboule un peu, j'imagine? La naissance de Caïs, c'est attendu déjà. C'est voulu. Ouais, parce que moi, je pense que j'ai voulu être papa très jeune. C'est un truc qui m'est venu, mais genre très jeune, genre 16, 17 ans, j'étais déjà dans un truc. Ah ouais. Moi, il n'y a pas de problème là, je suis prêt. Allez-y, les gars, on y va. Waouh! Et du coup, Pourquoi tu dis waouh? bah parce que c'est marrant quand je me rappelle. Ouais. C'est drôle, tu vois. Parce que j'étais pas prêt du tout après. Mais bon, ça arrive, 10 ans plus tard, parce que j'ai 26, 27 quand Caïs il arrive. Et du coup, c'est un chamboulement, mais c'est un bête de chamboulement. Moi, comme je t'ai dit, j'attendais d'être papa. Je kiffe. J'ai kiffé les premiers moments, les trucs, ouais, on dort pas la nuit et tout. Moi, j'ai kiffé pas dormir. J'ai kiffé être avec le petit. Et du coup, ça devient une très grande source de motivation pour moi. Dans quoi? Dans tout. Ça veut dire que j'ai un nouvel instinct animal. Bah parce que maintenant, je bosse plus que pour moi. Je bosse aussi pour lui, et pas seulement pour le truc de lui mettre du pain dans la bouche, tu vois. Mais aussi qu'il ait cet exemple de quelqu'un, d'un papa qui réussit, de quelqu'un qui lui montre que tout est possible. Tout est possible, ça c'est fort. Ouais. Qui lui montre que le monde il est grand. Ouais. Aussi, parce que je voyage et que je l'ai très vite emmené à voyager avec moi. Et un papa connecté. Ça veut dire que moi j'ai fait vraiment un point d'orgue, même si je voyage, même si truc, et même si aujourd'hui je le vois que très rarement au final, on va dire, à cause du fait qu'il habite pas ici sur Paris et tout, etc. Les moments que j'ai avec lui, même si je suis pas avec lui, mais que je l'ai, tu vois, c'est des moments de qualité. C'est des moments où il doit se sentir privilégié. Tendu, ouais. Tu vois. Du coup, c'est vrai que malgré tous mes voyages, malgré tous mes trucs, je me suis toujours débrouillé pour pas manquer un week-end, pas manquer tu vois. Ah ouais. Même si ça m'est arrivé, Ouais. tu vois, mais j'ai toujours rattrapé. Et il a toujours été au courant. Je communique depuis très petit, je communique avec lui comme s'il avait déjà 3-4 ans de plus. Et du coup, dans ta danse, ça te change un peu? Parce que tu dis que ça te donne une source de motivation. Ouais, ça me donne la dalle parce que Caïs, il arrive en 2012. Moi, en 2010, j'ai gagné un JD. Ouais, c'est ton premier JD. C'est mon premier JD, et du coup, j'ai tout ce qu'il faut pour m'endormir sur mes lauriers.
Ouais, juste debout, c'est un peu la consécration. Ouais, et puis ça arrive jeune. Ouais. J'ai 24, 25, et du coup, je sais qu'il y en a plein arrivés là qui se disent bon bah voilà, ça y est. Moi, je me le suis pas dit. J'ai eu un moment de, tu vois, j'ai enchaîné juste debout, KOD, UK B-Boy la même année. C'est un run que personne n'avait fait avant ça. Je me suis posé en mode vas-y, je peux voir arriver, tu vois. Ouais. Et en fait, Cette année-là, t'as gagné les 3? ouais, sur 2010-2011. Et donc du coup, après, c'est vrai que quand Caïs arrive en 2012, moi, ça me réveille. Ouais. Je suis en mode là, il va falloir remettre le couvert. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, c'est le seul moment où ça m'est arrivé d'être un peu comme ça, un peu. J'ai jamais vraiment célébré, parce que je pense que c'est aussi un truc de ma mère qui a développé chez moi un truc hyper perfectionniste, limite éternel insatisfait. Ou quand je gagne ou que j'accède à des goals ou des trucs que je me suis fixés, j'ai pas ce truc de ouais, j'ai bossé, Bravo. j'ai bossé pour. Ouais. C'est normal en fait. Ouais. J'ai gagné 4 fois le JD. J'ai bossé, tu vois. C'est pas genre truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou, ouais. Mais j'ai bossé, tu vois. C'était mon goal. J'y suis juste arrivé. C'est un peu ça. Et du coup, et je pense que ouais, ça vient de ma daronne parce que j'ai ce souvenir tout le temps de sur les trucs où tu vois, j'ai eu le bac, ou j'ai un, ou des fois je pense même plutôt en tant qu'enfant où je m'attendais à ce que ce soit un peu des éclats de joie ou quoi, des trucs. Ah, t'as réussi, et c'était genre ok, ouais, c'est bien, mais bon, tu peux faire mieux en fait. Mais Tu vois. effectivement, c'est jamais assez, en fait. Ouais, mais je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai toujours été sur le qui-vive et en mode. Tu vois, ça m'a jamais je peux pas m'arrêter à ça parce que c'est juste ce que je voulais atteindre. Et le fait d'avoir Caïs, quand t'as un enfant, il t'apprend aussi un peu plus à célébrer et à vivre un peu plus dans En fait, l'instant. j'ai dû me calmer avec lui. Bon. J'ai dû me calmer parce que je me suis rendu compte que très petit, j'avais déjà beaucoup d'attentes et qu'il a fallu que j'amène ce truc de, comme tu dis, tu vois, de célébrer, de dire ouais, c'est bien, t'as réussi, top. Tu vois, c'est trop important en fait. Donc j'arrive un peu plus à le faire aussi avec moi maintenant, mais bon, c'est dur. Mais lui, ouais, je fais l'effort. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. La semaine prochaine, Nelson et Wandé nous amènera dans les coulisses de ses projets artistiques, de ses choix de vie, de son rôle de chorégraphe, d'organisateur, de passeur. On parlera de la chorégraphe Blancali, de l'envie de créer un événement pour célébrer les femmes du hip-hop, de son rapport au collectif, à l'avenir, et de ce que veut dire danser en conscience dans un monde qui va vite. Pour ne pas manquer la deuxième partie, abonnez-vous au Sens de la danse, activez la cloche, et si l'épisode vous a touché, laissez-lui 5 étoiles. Je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, prenez bien soin de vous.